Je suis Quintus, pêcheur devant l'éternel et plongeur dans l'infini. Je suis engagé depuis 2018 pour parler de ce qui se passe au large. Ambassadeur des océans à corps perdu, je partage avec toi les richesses et les récits précieux que je continue de découvrir et qui peuvent t'inspirer pour sortir d'une vie en blues. Je suis très heureux de t'accueillir pour cet épisode Sous la surface, la série de portraits qui propose d'ouvrir ton esprit sans fracturer ton âme à la profondeur de l'univers iodé. Dans ce format, on part à la rencontre d'une personne que l'océan inspire et dont le parcours personnel peut faire écho à ce qui te fait vibrer dans ta vie ou encore à ce qu'il te manque pour y arriver. Mais juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de lever ton pouce. C'est un signal précieux pour savoir si ce contenu te plaît. Ça m'encourage à faire plus de vidéos et cela peut motiver d'autres invités à participer. Bon épisode à toi. Bienvenue sous la surface. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de t'emmener à la rencontre de Damien Wolfsberger. Il est mince, il est beau, mais il sent le néoprène. Malgré sa barbe de légionnaire, il est porté par son besoin de donner un sens à une pratique de la plongée qui permettent aux âmes aventureuses de se réaligner avec leurs sensations et leurs pouvoirs. Une personnalité paisible qui a fait le choix de casser les codes de la formation industrielle pour replacer l'humain, l'écologie et la conscience au cœur de la plongée sous-marine. Je suis très heureux de le recevoir et de partager cette rencontre avec toi. Bon épisode. Eh bien bonjour Damien. Bonjour à toi. Merci de participer à cette première interview sous la surface. L'occasion d'aller à la rencontre de personnalités qui sont en lien avec la mer et qui ont une histoire à partager, qui ont un parcours à partager et des valeurs à partager. Aujourd'hui, Damien, tu es à Mayotte. Ton point de départ, c'est Nancy. On va essayer de tirer un trait par rapport à toute la cohérence de tout ça, parce que c'est jalonné de beaucoup d'aventures, de beaucoup de rencontres, de beaucoup de déclics aussi de ton côté. Et j'aimerais savoir, avant de commencer à faire ta connaissance et à aller en profondeur dans ton parcours, te poser la question, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour comprendre qui tu es, Damien ? Écoute, merci à toi pour l'invitation et puis pour la première invitation puisque je suis le premier sur la chaîne. Alors, comme tu as dit, on va essayer de tirer un trait. Le trait, il va pas être très droit puisqu'on va partir un peu dans tous les sens. Moi, j'ai commencé, et je viens de Nancy et dur à croire, mais j'ai commencé la plongée justement à Nancy, en Lorraine, dans un petit club associatif. J'ai commencé par de la plongée piscine, du coup, et des sorties aussi en milieu naturel avec des fosses, des gravières, de l'eau froide, peu de visibilité, mais on se fait plaisir et on travaille justement la technique plongée. C'est une passion qui m'a tout de suite plu. Je viens d'un milieu de la natation. Quand j'étais tout petit, hein, j'avais 8 ans quand j'ai arrêté la natation, donc carrière avortée dans l'œuf. Mais avant ça, j'étais au bébé nageur, donc j'ai toujours été dans l'eau. Et un jour, j'en ai eu marre de faire la natation et je me suis dit, je vais faire comme ce qu'ils font à côté. Et ils faisaient justement de la plongée. Donc, je suis arrivé comme ça en plongée. J'ai fait tout ce qui était, on va dire, parcours pour les enfants, donc plongeur de bronze, plongeur d'argent, plongeur d'or. J'ai tous mes diplômes qui sont bien affichés. Et ensuite, on commence les vrais niveaux de plongée, le niveau 1, le niveau 2, un petit passage à une section sportive, activité subaquatique et plongée. Donc forcément, ça se passe dans la capitale de la plongée au monde. Et tout ça, ça se passe forcément à Nancy, bien sûr, puisqu'on plonge très régulièrement à Nancy. Et je sors de là avec bien sûr mon bac, mais aussi mon niveau 3 et quelques petites certifications annexes à côté, l'initiateur nage avec palme, l'initiateur apnée. Très rapidement, je continue à plonger et je m'expatrie dans le sud de la France, là où on commence à faire de la vraie plongée, on commence à voir pas mal de choses. Et j'arrive dans le Var, où je fais beaucoup de plongées dans différentes structures, des plongées aussi du bord, où je découvre la plongée solo, la plongée en petit groupe du bord, hors structure, la plongée en structure commerciale aussi, qui était inconnue pour moi.
Et je continue comme ça une paire d'années pour plonger pour moi avec aucun objectif de former ou en tout cas de transmettre ma passion, puisque c'était vraiment une passion. Et un jour, en 2019, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, ça y est, il faut que je me lance. Et là, tout s'accélère. Quand je te dis tout s'accélère, je passe très rapidement au niveau 4, à l'initiateur. Je viens d'un club associatif purement fédéral, donc je connais tous les cursus fédéraux et je connais un petit peu que ça, donc je continue dans cette voie. Stage initial MF1, parcours MF1. Et en traînant un petit peu dans les structures commerciales, je découvre une autre façon de voir la plongée aussi intéressante, qui est la plongée un petit peu plus commerciale, un petit peu plus PADI. Et je m'intéresse à ça et je me forme à l'instructorat PADI, donc tout ça en 2019. C'est vraiment une année où tout s'accélère. Et là c'est l'explosion. Je vois vraiment qu'il faut que j'en fasse mon métier, il faut que je transmette, il faut que je partage tout ça, toutes les connaissances que je commence à avoir. Et je fais un petit bout de chemin avec le diplôme d'instructeur PADI, très rapidement derrière le diplôme d'État et là ça s'enchaîne et j'arrête plus. Le diplôme d'État, le certificat complémentaire. Euh, je découvre un peu tout le reste de la plongée internationale avec des formations SSI, des formations SDI, TDI, de la plongée technique puisque je suis plongeur recycleur. Alors je suis pas moniteur, je garde encore cette petite voie pour moi. Je la partage pas. Mais aussi l'apnée que je pratiquais depuis quasiment les débuts, mais en tant que pratiquant, apnéiste piscine, puis apnéiste en mer, mais pour moi. Et là, rapidement aussi, je me forme à l'instructorat. Et aujourd'hui, je propose de la formation plongée, donc de l'initiation jusqu'à la formation de moniteur. Mais pareil, en apnée, l'initiation, la formation et du perfectionnement en apnée. Et j'interviens aussi sur la formation plus professionnelle avec un passage, une implantation au CREPS, avec le CREPS d'Antibes où je suis coach, jury et tuteur aussi de différents stagiaires. Vaste présentation pour comprendre la personne que tu es, c'est-à-dire un passionné. Elle naît comment cette passion? Exactement. Elle naît comment cette Et, passion, Damien? et ben, comme je t'ai dit, depuis le début, je suis dans l'eau, je suis bien dans l'eau, j'aime bien la pesanteur, les sensations, la découverte de l'environnement. Euh, et j'arrête pas. J'ai découvert ça avec mon passage au bébé nageur. Grande formation, bébé nageur expert même. Et je me suis pas retrouvé dans la natation, je me suis pas retrouvé dans la compétition, je suis pas un compétiteur dans l'âme. Et j'ai retrouvé toutes ces valeurs finalement dans la plongée et plus largement dans les activités subaquatiques. Comme je t'ai dit, plongée, apnée, plongée souterraine, plongée technique, tout ça, ça m'intéresse autant pour le volet technique que le volet justement découverte. Alors, pour expliquer un petit peu le contexte de cette interview, pour être honnête avec tout le monde, c'est que dans les paramétrages, on avait fait une première dans les paramétrages de cette série que je lance. Eh ben, il y a eu un planté. Et dans le planté, malheureusement, c'est Damien qui en a fait les frais parce que problème de son, tout simplement, impossible de retraiter le son après le fantastique podcast. Et là, pour le coup, je reviens vis-à-vis de ce premier enregistrement que j'ai réécouté, à savoir ton parcours avant de te lancer en professionnel. Tu te lances dans quelque chose qui répond à un besoin de sensation et de besoin de te confronter parce que tu es un peu casse-cou, Damien. Euh, Non, pas euh, du tout. et en fait, pourquoi je reprends ces éléments-là et que je les réintroduis sous cette forme-là? Parce que euh, tu viens de dire quelque chose, c'est-à-dire que tu n'as pas l'esprit de compétition, donc tu t'es mis dans une discipline où il n'y a pas de compétition nécessairement. Et, et néanmoins, il y a quand même toujours cette recherche de maîtrise, d'augmenter ton champ de compétences. Et donc, ce qu'il faut comprendre par rapport à tout ça, c'est que Damien a une deuxième passion. Damien a une passion pour tout ce qui est attrait au secourisme, tout ce qui est attrait à l'aide à la personne aussi, et que ça a été aussi une partie de ta vie avant
d'aller chercher finalement le titre professionnel d'instructeur de plongée. Euh, pour toi, quand tu vois là où tu en es aujourd'hui, donc je disais que tu étais un petit peu casse-cou parce que tu allais te confronter aux éléments. Euh, Il y a un fil conducteur que moi, en tout cas, je perçois en filigrane, c'est-à-dire une maîtrise des éléments progressive, une recherche d'organisation, une recherche de pallier finalement à l'inattendu. Euh, Toi, tu vois quoi d'autre comme fil conducteur par rapport à ce que tu as vécu dans la sécurité civile et ce métier aujourd'hui que tu exerces depuis plusieurs années maintenant, de moniteur de plongée? Alors, tout est lié, hein. Mais pour en revenir à justement mon métier, avant le métier de moniteur de plongée, j'intervenais sur les catastrophes naturelles et l'objectif, c'était justement de ne pas arriver dans l'inattendu non préparé. Et c'est un petit peu comme en plongée, il y a beaucoup d'inattendus, on est dans un élément qu'on maîtrise pas du tout, mais l'objectif, c'est de se préparer et d'anticiper au maximum les choses pour que si jamais ça venait à mal se passer, on soit préparé et on sache réagir. Et tout ça, je l'ai appris et je me suis formé aussi grâce au métier de secouriste, grâce à mes années dans la sécurité civile. Ça m'a permis justement on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais en tout cas, on est préparé. Et on a préparé énormément de ce qu'on peut appeler en plongée technique les what if. Qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? Finalement, c'est la même chose. On trouve ça en plongée technique, on peut l'amener en plongée loisir. Et moi, je l'ai énormément appris et je le retranscris aujourd'hui dans mes formations plongée sur de la catastrophe naturelle. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Après, bien sûr, c'est un métier qui demandait de la rigueur, de la discipline, de l'entraînement. Et tout ça, finalement, c'est ce qu'on voit en plongée aussi. C'est ce qu'on a besoin pour durer et en tant que moniteur de plongée et pour transmettre sa passion, pour faire des formations de qualité, ouais, que ça répond à une demande aussi, quoi. Ça répond parfaitement, Damien. Il y a des éléments complémentaires. En fait, je te pose la question parce que, donc, il y a, dans la pratique de la plongée, plusieurs profils. Il y en a qui vont aller chercher des rencontres, il y en a qui vont aller chercher des performances, il y en a qui vont aller chercher des certifications, voilà. Il y en a qui vont aller chercher de l'adrénaline. Et en fait, dans tout ça, toi, tu aimes plonger euh, pour répondre Pour à plonger. pour plonger, c'est-à-dire, toi, tu aimes bien prendre ton temps, tu aimes bien observer la faune et la flore. Et en même temps, tu aimes bien l'aspect sensation, c'est-à-dire d'être toi avec toi, quoi. Exactement. Alors il y a ça, il y a tout ce qui est aspect technique et justement enfin, essayer de maîtriser notre environnement et de pouvoir s'y fondre parfaitement. Donc, euh, donc, j'adore la faune, j'adore la flore, il n'y a pas de souci, mais par contre, c'est pas un élément indispensable pour mes plongées. J'ai commencé dans des endroits qui donnent pas forcément envie et j'y reviens avec grand plaisir, des endroits où il n'y a pas forcément de faune, des endroits où on voit pas forcément des choses exceptionnelles, mais on plonge et on retrouve ces sensations justement, on retrouve cette technique. Je suis revenu pour des formations, faire de la plongée en piscine, faire de la plongée en fosse, j'ai adoré. Voilà. Il y a plein de carreaux à voir, mais on peut travailler, on peut avoir des sensations et j'ai adoré. Mais Après, je te cache pas que la faune et la flore de Mayotte, ça va être difficile de s'en passer, mais c'est pas mon attrait principal. Enfin, c'est pas ce qui m'a fait venir à la plongée. ouais, on va y revenir sur Mayotte, hein, un petit peu plus tard. Pour l'instant, j'aimerais vraiment euh, justement se concentrer sur l'aspect sensation, parce que toi, tu as franchi un cap en devenant moniteur professionnel, et parce qu'ensuite, tu as franchi le cap pour devenir moniteur professionnel en apnée. Donc, ce sont des domaines voilà, de complémentaires, des certifications complémentaires à aller chercher. Euh, on en revient à cet aspect de contrôle euh, dans ta vie. Là où finalement l'océan nous invite souvent à lâcher prise. Euh, comment tu trouves l'équilibre dans tout ça? Parce que en plus, tu vas vers l'apnée. Donc il y a encore plus de liberté dans la limite de ce que Exactement. ta physiologie te permet. Mais
c'est apprendre à se préparer quand on veut plonger, apprendre à se former pour pallier aux premiers risques et en même temps accepter de s'adapter en permanence avec les éléments. Alors comment tu te situes par rapport à tout ça? C'est justement, tu viens de le dire, c'est s'adapter en permanence. Et c'est l'objectif, et moi c'est mon objectif, c'est justement de ne pas rester dans une zone de confort, mais c'est de s'adapter en permanence, justement, d'avoir cette balance entre la maîtrise et le lâcher prise. Et finalement, comme tu l'as dit, il y a énormément de lâcher prise en plongée, en apnée, mais on va parler plus vastement de la plongée. Et en même temps, il faut de la maîtrise. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et c'est justement ce que je fais, ce que je recherche et ce que j'essaye de développer et de partager avec les plongeurs qui m'accompagnent. OK. C'est le nerf de la guerre, la maîtrise de ce qu'on peut maîtriser, le lâcher prise, de ce qui nous appartient pas. Il y a un adage, hein, qui parle de ça, hein, voilà, «Seigneur accorde-moi, comment le don d'accepter ce que je ne puis changer, d'accepter ce qui est en mon pouvoir et d'en comprendre le discernement d'en avoir le discernement». Hem, donc de cette sérénité-là, tu n'as pas l'esprit de compétition et ça fait partie des choses qui, moi, m'ont marqué quand on s'est rencontrés, c'est que tu as pas un profil de moniteur, que j'ai eu l'habitude de croiser. Je pense que toi, tu fais partie des moniteurs de plongée qui sont 2.0, 3.0, ça 4.0 si vous mais tu fais partie de quelque chose qui est en décalage par rapport au commun de ce qu'on peut voir, même si beaucoup de moniteurs de plongée sont extraordinaires, hein, attention, hein. Toi, tu as ce côté-là où tu es, placide justement, heu, tu es calme en permanence et ça crée un effet en plus avec un petit humour, bien placé, un peu à l'anglaise, heu, qui décontracte tout le monde, et qui met les clients qui viennent te voir, dans une bulle. C'est quelque chose que tu crées volontairement? Ce climat-là, c'est toi naturellement? T'inspires de quoi pour être aussi calme en permanence et avoir finalement ce recul pour pouvoir avoir des traits d'humour tout en étant sérieux, tout en étant, dans finalement la passation et dans l'information? Alors, j'ai beaucoup travaillé sur moi parce que le calme, ça arrivait très tard, hein, très tard chez moi. Mais ça arrivait petit à petit et aujourd'hui, ça prend une grande place. Mais en fait, je pars du principe que les gens qui viennent me voir, ils viennent pour se faire plaisir. Ils ont besoin d'apprendre des choses, ils ont besoin de gérer une partie technique, mais ils viennent se faire plaisir. Et moi, j'ai décidé il y a assez longtemps de ne pas travailler, un peu feignant, mais de me faire plaisir aussi. Donc, si on part du principe gagnant-gagnant, bah, on se fait tous plaisir et puis on profite. Et on arrive à partager des valeurs et on arrive à justement apprendre tous ensemble tout ce qu'il faut apprendre pour aller là en plongée, hein, c'est le sujet. Mais ça marche avec plein d'autres sujets. Et il faut partir du principe que la plongée, l'océan, c'est comme tu l'as dit, des choses qu'on ne maîtrise pas, des choses qui ne sont pas naturelles pour nous. On n'est pas fait pour aller sous l'eau. Malheureusement, j'essaye, mais j'arrive toujours pas à respirer sous l'eau sans ma bouteille. Et du coup, c'est un milieu qui nous fait peur puisque c'est pas notre milieu naturel. Et je me mets très très souvent, enfin j'essaye au maximum de me mettre à la place des gens que j'ai en face de moi. Ils ont peur et c'est tout à fait normal. Et justement, s'ils n'avaient pas peur, ça serait problématique. Et il faut les rassurer, il faut détendre l'atmosphère, il faut leur montrer que qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir peur si on gère un minimum de choses. Donc j'essaye toujours de faire la balance. Ça vient très naturellement, mais entre on détend l'atmosphère, on fait des blagues parce qu'on est là pour se faire plaisir qui ne sont pas toujours drôles d'ailleurs, mais j'assume entièrement. Et une partie où il faut être sérieux, il faut faire de la technique, il faut apprendre des gestes, il faut apprendre des méthodes, une méthodologie, une réflexion. Et on arrive à mêler tout ça, parce que ça reste un loisir, hein, même pour moi, c'est mon loisir, ma passion. Donc je me fais plaisir, et le jour où je me ferai plus plaisir, je pense que j'arrêterai. OK. Hem, Donc, pour répondre en quelques mots à ta question, ça vient naturellement. Je pense que j'y réfléchis pas.
Il y a beaucoup de choses qui sont réfléchies et pensées à l'avance, hein, sur qu'est-ce qu'il faut dire, à quel moment il faut amener les choses, pourquoi il faut les amener. Mais sur le coup, tout est très naturel là. Comme cet entretien, je l'ai pas préparé par rapport aux questions de la dernière fois. Ça sort naturellement. Ouais, 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 ouais. Donc tu as cet aspect passion, qui vient dans ta vie. Devenir moniteur de plongée en France, c'est particulier comparé à ce qui se fait dans les pays étrangers parce qu'il y a un cursus spécifique en France. Tu arrives en conscience avec tes forces et tes faiblesses, avec, ce que tu dois améliorer. Comment tu te positionnes? Comment tu te ressens? Et comment tu te prépares finalement à te dépasser par rapport à l'objectif à atteindre, qui est de répondre à chaque module d'examen qui attendent un retour de compétences, de qualité et d'expertise, et qui est assez dense finalement, sur une année entière de formation et donc de contenu et de méthodologie appliquée. Comment tu arrives à partir sereinement à la conquête de ce qui te manque pour devenir moniteur de plongée professionnel? Alors, avant de rentrer en formation, bien sûr, j'ai eu une préparation. Je me suis fait une grosse préparation sur tout ce qui est partie formation, dans l'eau, théorique et tout. Et je connais un petit peu mes points faibles. Et, je pensais connaître mes forces, qui finalement, certaines ont plus joué contre moi et en plus c'était des faiblesses. Notamment sur tout ce qui est partie formation internationale où j'avais engagé le pas avec énormément de formations internationales pour comprendre la plongée dans son ensemble. Et je me retrouve sur une formation qui est quand même basée sur des cursus français et sur des choses qui me paraissent pas cohérentes et aujourd'hui encore qui me paraissent pas forcément cohérentes sur la formation, mais que je dois aborder. Donc ça, c'est finalement des faiblesses. Après, la partie école de formation, donc diplôme d'État en France, il y a une grosse partie qui est sur un montage de dossier. Et quand on rentre en formation, je t'avoue qu'on ne comprend pas pourquoi c'est fait pour nous, on ne voit pas l'intérêt. C'est des choses qui servent à rien, nous prennent du temps, ne sont pas dans le lien avec le métier. Et en prenant du recul, très rapidement, je me rends compte que c'est indispensable pour des moniteurs qui veulent continuer dans le métier. Et tout ce que j'ai appris là, sur ces fameux montages de dossiers, je pensais que ça ne me servirait jamais et j'arrête pas de m'en servir. Et finalement, ça sert autant que la partie théorique plongée dans l'eau. Donc agréablement surpris avec du recul sur cette formation, même s'il y a des moments où j'ai pas été en accord, en phase avec ce qu'on essayait de m'amener, mais j'ai essayé au mieux de me mettre dans ce qu'on attendait de moi et j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir réussir cet examen, Et qui est quand même complet et avec un gros niveau. Il faut le dire que le niveau de moniteur en France, on en ressort quand même des moniteurs, des bons moniteurs, si ils arrivent à avoir une ouverture d'esprit aussi sur de la plongée, enfin, sur d'autres méthodes de plongée. alors je rappelle que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, que c'est essentiel justement pour élargir les horizons. Oui, la formation, de moniteur de moniteur de plongée en France, elle a de cela de particulier qu'elle oblige un professionnel à développer un recul nécessaire pour apporter une solution à une problématique, d'éducation, pédagogique et pédagogique, et qui doit trouver les ressources. Il doit réfléchir aux ressources qu'il doit mettre à disposition pour répondre à une problématique dans un cadre pédagogique. Ça demande un recul, une connaissance, une culture générale, heu, qui est pas parfaite, hein, quand on sort d'une formation, de moniteur de plongée, mais en tout cas qui nous montre les attentes qui sont sur ce terrain. Et le module donc, l'UC1, l'UC2 qui est, finalement la construction d'un mémoire autour d'un projet à destination, du milieu de la plongée qui adresse là aussi une problématique. Elle a comme pouvoir de pouvoir se concentrer, en tout cas de mettre le doigt sur les réalités, économiques, les réalités, sociétales d'une activité autour de la plongée. Et en cela, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moniteurs de plongée qui sont un peu blasés, lassés, non motivés par ce côté-là.
parce qu'ils sont encore dans un état d'esprit euh, un peu passionné, c'est-à-dire moi je veux plonger, je veux juste enseigner, je veux juste plonger. Sauf que derrière, bien il y a une réalité qui est qu'un moniteur de plongée a une espérance de vie d'à peu près 3 ans dans le marché du travail, pour des raisons diverses. On n'abordera pas aujourd'hui ici. Toi, tu en es à ta quatrième. Peut-être que déjà tu as passé ce palier parce que tu es confronté, parce qu'il y a une motivation derrière à cette réalité de pérenniser une activité, la renouveler, la rafraîchir, la rendre durable, donc pérenne financièrement aussi. Et ça, c'est aussi parce que tu as découvert des choses en particulier pendant justement ce travail de mémoire, de recherche sur la création d'un centre de plongée virtuel. Oui, tout à fait. En fait, bah, là, je me rends compte que je suis pas au bout du parcours. J'ai franchi la barre fatidique, des 3 ans. Je fais partie des survivants. Mais après, on peut comprendre aussi le milieu de la plongée, la durée entre guillemets, de vie d'un moniteur de plongée, en tout cas de carrière. Pour mon cas, c'était assez facile pour moi puisque je suis vraiment mobile, donc j'ai pu me déplacer dans les zones où il y a du travail, j'ai pu trouver des nouvelles expériences, j'ai pu apprendre encore des choses en plongée, j'en apprends encore aujourd'hui. Et c'est ce qui me permet de continuer, ça me permet d'avoir un emploi, une stabilité, un terrain de jeu magnifique, une possibilité d'évolution. Tout ça, ça me permet justement de franchir la barre des 3 ans, la barre fatidique des 3 ans, et de pouvoir continuer sereinement en me disant que finalement, je suis encore au début de mon parcours. Alors, tu es encore au début de ton parcours, et pourtant, donc, tu fais partie, un petit peu comme ces talents, j'ai envie de te dire, parce que tu as commencé très très jeune, tu as fait un sport-études plongée sous-marine, ce qui est c'est le premier que je rencontre, ni plus ni moins, à avoir fait ce parcours-là. Donc, tu as un background, t'as un recul aujourd'hui, tu as 27 ans, 28 ans. Un petit peu plus, Hein, 31 quand t'as même. 31. Bon, tu les fais pas. Ouais, la Euh, barre fatidique des 30 aussi, elle est passée. Ah ouais, rassure-toi, la prochaine est encore plus importante. Euh, la situation fait que, donc, tu as 31, tu as déjà presque 25 ans d'expérience pour du milieu aquatique, pour de la maîtrise de la technique, autour de tout ce qui peut se faire en plongée, scaphandre, loisir. Aujourd'hui, par rapport à tout ça, par rapport à aussi ta découverte donc des différents milieux, cursus fédéral, associatif, cursus commercial. Là, tu as été chez PADI, maintenant tu es chez ST. Donc, ce sont des écoles euh, voilà, anglo-saxonnes, libérales, à destination de centres plongés pour faire du profit. C'est quoi ta vision métier à 31 ans, après autant d'années de pratiques passionnées et de pratiques professionnelles? Alors déjà, moi, mon objectif, hein, c'est de continuer à profiter de ma passion. Ça m'évite de travailler. Comme tu l'as dit, j'ai découvert pas mal de choses en plongée, pas mal d'organisations, pas mal de techniques, mais je suis persuadé que je suis loin d'être au bout, qu'il y a encore des choses à faire, et je suis en perpétuelle évolution. Pour mon arrivée dans le milieu professionnel en tant que stagiaire, puis moniteur, puis avec de plus en plus de responsabilités. Ça fait quelques années maintenant que j'ai réussi à monter des activités dans des centres, donc notamment l'activité apnée. C'est pas fini puisque je suis encore sur un projet de développement sur un autre type d'activité plongée ici à Mayotte. Mais bien sûr, l'objectif final pour moi, ça va être, même pas final, hein, la prochaine grande marche à franchir, ça va être l'ouverture d'un centre de plongée. Ouais. Ok, Mon centre de plongée, qui sera entièrement à mon image, avec mes objectifs, ma façon de voir, mais toujours en restant dans l'évolution et la découverte. ouais. Alors, je reviens sur ça, justement, la question de savoir quelle est ta vision métier. C'est que demain, à terme, dans l'idéal, je pense que bah, déjà, tu as tout ce qu'il faut aujourd'hui pour monter un centre de plongée. Mais du coup, il ressemblerait à quoi ce centre de plongée? Sous-entendu, qu'est-ce que tu retiens? Quel est le nectar de ce que tu as appris et que tu voudrais mettre en œuvre, mettre en place dans
centre de plongée à toi ou pas à toi demain? C'est quoi ton Euh, qu'est-ce que tu retiens de tout ce que tu euh, as appris pendant toutes ces années? dans dans l'idéal, un centre à taille humaine, petit, où on prend du temps. On prend du temps en plongée, mais on prend du temps aussi avant et après, parce que c'est aussi important que le pendant. C'est ce qui est parfois, dans certaines destinations, délaissé et c'est ce que je veux surtout pas délaisser. Justement, je veux mettre en avant, c'est le avant, le après, le partage, le fait de voir la plongée autrement. Euh, Après, j'ai un petit esprit de contradiction. Il suffit que tu me dises que l'exercice où il faut faire comme ça, moi je serais pro pour faire l'inverse. Et si tu me dis, OK, tu as raison, je vais faire l'inverse, je vais te dire que finalement, tu avais raison, il fallait faire comme ça. Donc, c'est toujours aller voir ailleurs, aller voir autrement et comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et c'est l'objectif de toutes mes formations et de ce que j'essaye de transmettre aux plongeurs. Il n'y a pas une bonne façon de faire. Il faut faire en fonction de ce qu'on voit devant nous, de justement comment s'adapter. Et c'est exactement l'image que j'aimerais bien donner, enfin ce que je donne à mes formations et par la suite retransmettre à mon centre le Donc jour où il sera monté. donc si je comprends bien, toi, tu es dans une démarche où tu cherches à aller comprendre, l'inverse de ce qui est possible, de comprendre les limites finalement de ta pratique. Heu, Est-ce que c'est quelque chose de correct ou corrige-moi, hein, si je m'égare? Tu cherches à repousser tes propres limites ou les limites de ce qui est possible dans le Ben, en fait, dans les ce qui est deux, convenu? en fait, c'est ça, c'est exactement ça, c'est repousser les limites tout en restant raisonnable. Hein. Le but, c'est pas d'être justement des casse-coups ou d'aller à l'accident, mais c'est de voir que toutes les techniques qu'on nous donne, elles sont plus ou moins bonnes, mais elles marchent pas dans tous les cas. On n'a pas trouvé encore aujourd'hui la technique qui marchait absolument dans toutes les plongées. Et aujourd'hui, on a un plongeur qui est en face de nous, qui a peut-être pas les mêmes objectifs que nous en plongée, ou la même vision de la plongée que nous. C'est lui transmettre ce qu'il faut absolument qu'il sache, et ensuite lui transmettre un maximum de choses qui va dans son sens, ce qui va dans ce qu'il recherche, sachant qu'il plongera pas toujours avec nous. Euh, Enfin, je ne vais pas donner d'exemple là, mais voilà, il n'y a pas de bonne technique et l'objectif, c'est de ne pas apprendre un geste et c'est un peu ce qui est dommage dans tout ce qui est cursus un peu anglo-saxonne pris au premier degré, attention, hein, parce que ce n'est pas leur objectif de formation, mais c'est ce qui est souvent lu dans leur formation, c'est qu'il faut faire comme ça parce qu'on fait comme ça et on a toujours fait comme ça et ça marche. Mmh. Oui, mais ça ne marche pas à chaque fois. Et l'objectif, c'est justement de te dire, si ça marche pas, le jour où ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Et c'est d'amener une autre technique en disant, OK, moi je t'en amène trois, je t'en amène quatre qui font exactement la même chose. Prends celle qui t'intéresse, qui te semble le mieux, mais prends-en une ou deux autres quand même en complément parce que ta technique, elle ne marchera pas tout le temps. Ouais. Donc là, on sent bien la fibre française de sens critique, finalement, de remise en question de ce qui est convenu. Parce qu'effectivement, ce que tu viens de dire sur la justification d'une pratique, et ça dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit la plongée ou dans n'importe quelle organisation et entreprise, de venir justifier parce que ça a toujours existé, c'est comme ça qu'on se met en difficulté, c'est comme ça qu'on s'empêche de réfléchir et de trouver des solutions. Et donc moi je fais ce lien entre donc ce sens critique que tu as appris par la filière française et en plus ta recherche. Finalement, c'est même plus tant une recherche, c'est de constater que tu vas as besoin de temps pour pouvoir dépasser simplement une sorte de standard qu'on va confier, on va essayer de transmettre aux clients, aux plongeurs. Et tu dois appliquer 24 techniques, tu dois sortir de ta certification avec un OK sur 24 gestes que tu dois démontrer. Mais par contre, derrière, on n'a pas le temps. Tu as besoin de plus de temps pour pouvoir prendre un peu de recul avec ces clients-là. Toi, c'est ce que tu aimerais voir changer dans la pratique, dans ta pratique du métier, c'est d'avoir un temps de côté. Exactement. Et après, moi, je leur dis, et c'est un peu comme le permis, tu sors du permis, tu ne sais pas forcément conduire. Donc voilà, on sort d'un niveau de plongée, on ne sait pas forcément gérer absolument toute notre plongée. Et ça vient avec l'expérience. Ah, pour moi, un bon plongeur, c'est un plongeur qui plonge partout. Euh,
Pas commercial d'ailleurs, ça, hein, parce que plonger ailleurs, c'est bien, mais revenez nous voir quand même de temps en temps. Mais alors, de toute façon, peu importe le temps qu'on va passer en formation, on n'aura pas le temps de transmettre tout ce qu'il faut transmettre et on n'aura pas. C'est pas un objectif en soi, mais c'est de faire comprendre aux gens que la course au niveau, ça sert à rien. La course à la performance, ça sert à quelque chose et la performance, c'est différent du niveau et on a de la performance quand on plonge. Quand on plonge partout, quand on plonge dans différents endroits et justement quand on réfléchit à notre pratique. Pour en revenir à ce que je te disais, l'objectif aujourd'hui sur la formation, enfin, il y a deux types de plongeurs. Il y a des plongeurs qui sont là pour découvrir l'environnement, se faire plaisir, oublier la vie qu'ils ont à côté. Donc, ok, il n'y a pas de souci, on est là pour ça, on est là pour les accompagner, on est là pour gérer finalement à leur place tout ce qui peut arriver et faire de l'animation sur l'activité. Et à l'inverse, il y a des plongeurs qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, qui ont envie de se débrouiller, qui ont envie de plonger seuls, qui n'ont plus envie d'avoir de moniteur. Ces plongeurs-là, il ne faut pas leur donner des solutions, puisque la solution, elle ne marche qu'à un problème et on ne peut pas gérer tous les problèmes. Enfin, on ne peut pas se préparer à tous les problèmes. Donc, c'est de leur donner des axes de réflexion, des techniques de préparation à anticiper les problèmes et c'est ça un bon niveau de plongeur pour moi hein, aujourd'hui, un bon niveau de plongeur, notamment plongeur autonome. C'est pas un plongeur qui sait répondre avec des solutions clairement établies, mais qui sait réfléchir à une problématique justement pour créer une réponse en adéquation. Je trouve ça très intéressant la manière dont tu présentes les choses, à savoir préparer des personnes à réfléchir à des situations. Je l'avais pas considéré comme ça, j'ai jamais entendu ce discours-là. Au-delà même du Et fait que tu maîtrises, que tu donnes un package encore une fois de compétences entre guillemets, vues une fois en milieu, protégé et une fois et validé en milieu naturel, ne garantit rien, sur, la capacité que la personne va pouvoir, mettre en place sur une prise de recul, sur une situation donnée qui n'a même pas été considérée, qui n'a même pas été, heu vu pendant, un cursus de formation. C'est hyper pertinent ce que tu dis. Et en fait, faut bien comprendre qu'il ne faut pas amener les gens à se concentrer sur une tâche donnée. Et ça, c'est souvent enfin, pour avoir formé et suivi des moniteurs, c'est souvent ce qu'on retrouve sur le briefing des moniteurs, c'est qu'on se base beaucoup sur la concentration. On va te demander d'être concentré pour avoir un geste technique, on va te demander de te concentrer sur l'orientation, on va te demander de te concentrer sur des tâches. Et moi, ce n'est pas du tout ce que j'essaye de transmettre. Je leur demande d'avoir une attention qui est plus générale. Je te prends un petit exemple, tu essaieras avec tes plongeurs. Tu fais un briefing comme tu as l'habitude de faire, et tu leur demandes de se concentrer sur l'orientation. Et à chaque fois qu'ils vont te demander la consommation, tu vas donner toujours la même consommation. Et tu vas te rendre compte rapidement que bah, ça tique, c'est bizarre, mais ils vont pas chercher plus loin. Mais ils vont pas chercher plus loin, non pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce que tu leur as pas demandé de se concentrer là-dessus, tu leur as demandé de se concentrer sur l'orientation. Donc ils sont concentrés sur l'orientation et du coup ils sont pas attentifs au reste. On peut pas être concentré et attentif à 100%. C'est des vases communicants. Exactement, ouais, ouais. C'est un bon exercice à réaliser et qui montre aussi que, ben, quand on évolue dans un environnement différent, c'est là la complexité. C'est de s'adapter à tout un tas de données, tout un ensemble de variables, très, très rapidement et bah, sinon on se met en difficulté. Si c'est pas soi, c'est l'autre. Tu parlais d'attention. Ça me permet de faire une transition avec une autre attention. La la consommation de la plongée en France, elle a été, heu, elle a été, voilà, bercée par des personnes qui, cherchent une convivialité, qui cherchent une nouvelle expérience, qui cherchent, heu, des épaves, qui cherchent quelque chose de plutôt cool à faire, un loisir. Aujourd'hui, moi, c'est mon spectre, c'est ma projection, clairement, par rapport à mon activité, par rapport à mon attention vis-à-vis des océans. J'ai quand même la sensation de rencontrer de plus en plus de gens qui sont soucieux de l'environnement avant même de plonger. C'est-à-dire un peu l'inverse, là où avant les plongeurs, il fallait leur rappeler qu'il fallait être
attentifs et donc précautionneux dans leurs mouvements vis-à-vis de l'environnement, parce que la plongée peut faire énormément. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle continue de faire énormément de dégâts. Mais aujourd'hui, on a l'inverse, j'ai l'impression. On a peut-être moins besoin de faire ce travail-là auprès des nouveaux plongeurs, auprès des jeunes particulièrement, de faire attention à leur environnement, parce qu'il y a une conscience, en tout cas, pose la question, est-ce qu'il y a une meilleure conscience écologique auprès des nouveaux clients, auprès de la nouvelle génération de plongeurs, que les générations passées? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense qu'il y a une meilleure conscience. Alors, ça a été travaillé hein, par tous les organismes de plongée. Aujourd'hui, tu fais une formation. Dans toutes les formations de plongée, on parle d'écologie, ou en tout cas, on parle de préservation du milieu, de sensibilisation du milieu. Il y a des plongeurs qui se sont spécifiés là-dedans. Il y a eu énormément de communication. Donc, on a réussi à faire de la sensibilisation. Ça marche. Mais on peut différencier quand même des consommateurs qui vont, comme tu l'as dit, mais qui vont consommer un produit, de la plongée aujourd'hui, mais du parachute demain et je sais pas, du vélo après-demain. Donc ils sont plus sur checker une liste, voilà, ça j'ai vu, ça j'ai fait, et passer à la suite. Donc là, il y a un gros travail encore à faire. Et il y a une autre partie de plongeurs peut-être plus passionnés, plus ancrés sur la plongée, qui délaissent d'autres activités pour donner plus de place à la plongée. Et eux, de par le discours des moniteurs, on est aussi formé là-dessus inconsciemment dans les formations professionnelles. On forme directement dès la base à l'environnement, donc ils sont plus sensibilisés et ça fait un peu l'effet boule de neige. Ça met du temps, mais ça, là, on en voit vraiment les bénéfices du travail de nos prédécesseurs qui ont mis un point d'honneur à mettre en place l'environnement au milieu de notre pratique. Yes. On fait un petit interlude, parce que là, aujourd'hui, on va aussi se pencher pour connaître un petit peu quel homme tu es, quel moniteur de plongée tu peux être. C'est de savoir ton lien à toi, personnellement. C'était quoi ta première émotion? C'était avec une personne? C'était avec un animal? Contexte? Alors, justement, je ne vais pas répondre forcément dans ce que tu veux que je réponde, en tout cas ce que tu attendrais de réponse. Mais ma première, comme je t'ai dit, je suis beaucoup centré sur les sensations en plongée. Et du coup, ma première émotion, c'était une sensation. C'était waouh, je suis dans l'eau, je touche plus le sol, je suis capable de monter, descendre, d'aller à droite, à gauche, je suis capable de me déplacer dans tous les sens. Donc c'était ça, c'était pas ni avec une personne ni avec un animal, mais c'est plus avec le milieu, avec l'eau. Et c'est ce que j'essaye de faire transmettre à des gens qui ne l'ont pas, et c'est dommage parce que c'est un des seuls sports, enfin une des seules activités où on peut avoir ces sensations, ou avec le parachute, mais le parachute ça dure un peu moins de temps. Donc, j'ai jamais essayé, donc je pourrais pas te dire. Mais fermez les yeux sous l'eau et vous ressentez énormément de choses que vous pouvez pas ressentir sur Terre. On n'a plus la pesanteur. Ouais. C'est donc de retravailler la reconnexion avec ses sens, sensibilité, Exactement. connexion avec soi-même, de, d'apporter l'attention aussi à l'intérieur de soi. Je trouve ça très, très chouette la manière, dont tu voilà, dont tu, synthétises cette expérience que tu gardes un peu avec pudeur, et ça je vais le respecter. Tu Ouais, toi c'est vraiment ce qui te bouleverse et c'est vraiment ce que tu cherches à aller retrouver quand tu te remets les fesses à l'eau? Exactement. Et c'est pas une intention de ma part de ne pas le partager. Je saurais même pas évoquer enfin, ce que je ressens. Mais oui, après, ça en devient une drogue, hein. Moi, je peux pas passer 3-4 semaines sans me mettre à l'eau. Mais c'est justement cette recherche de sensations. Tu me mets dans l'eau, tu me mets dans un bassin de 2 mètres de profondeur avec pas un poisson. Bah, ça sera pas ma meilleure expérience, mais ça sera une expérience quand même et il va falloir que j'y aille, quoi. OK. Hem,
Tu as la réputation d'être un dresseur de girelles, c'est comme ça que tu te présentes sur Instagram, mais tu n'as pas que Exactement. ces dons. Pour l'anecdote, c'est ce que tu as présenté quand tu commençais à travailler en Méditerranée. Moi, je t'ai rencontré du côté de Marseille. C'est l'interaction animalière aussi qui prend une dimension, ces dernières années sur les émotions que tu arrives à créer, l'innocence que tu arrives à retrouver et la simplicité, de pouvoir interagir avec une autre espèce, développer une intelligence relationnelle avec d'autres espèces. Là, je parlais des girelles, mais tu as d'autres anecdotes à nous raconter sur, d'autres interactions avec les espèces qui t'ont marqué? Bien sûr, une qui me marque et qui est d'ailleurs, bien marquée, dans mon parcours de plongeur. J'ai un attrait, assez fort avec les poulpes, qui sont des animaux, très intelligents et très joueurs et j'ai eu la chance totalement par hasard, sur une plongée à Lanzarote, de partir sur le spot de plongée, en départ du bord, donc sur une plage. Donc pas forcément grand chose à voir, mais bon, on se fait plaisir, on profite et là, il y a un poulpe qui est sorti. On était 4 plongeurs et le poulpe, il est vraiment venu vers moi. Je lui avais rien demandé, j'avais même pas été jouer avec et il est venu vers moi, il m'est monté dessus et il allait vers personne d'autre et il m'est monté dessus jusqu'à m'appuyer sur le détendeur et là, il s'est fait peur tout seul en voyant des bulles sortir du détendeur. Mais c'était une interaction forte parce que c'est lui qui vient, il se rend compte qu'il n'y a pas de danger, il y a une connexion, il y a énormément de choses qui se sont passées et c'est un moment qui est resté gravé. Et j'ai eu la chance de pouvoir aujourd'hui le partager avec une petite photo qui n'est pas de qualité, mais qui reste là pour immortaliser le moment aussi, quoi. Ouais. Tu fais, justement, tu fais partie de ces moniteurs de plongée qui commencent à être, connus dans le web, les réseaux sociaux, francophones. Toi, tu perces ton trou, justement, tu fais ton petit bonhomme de chemin en partageant des vidéos, des contenus de très, très haute qualité, hein. C'est quelque chose que tu recherches aussi finalement, aller chercher une beauté d'image pour essayer de représenter une beauté d'émotion? Ou quoi ta démarche dans les partages que tu fais, au quotidien, sur ton Insta? Alors, merci pour me nommer au rang d'influenceur de la plongée, hein. C'est un objectif, je pense que j'y suis pas encore, mais c'est un objectif. L'objectif justement, c'est alors d'essayer d'avoir un maximum de qualité dans la mesure du possible, hein. Tout n'est pas de qualité, loin de là et tout n'est pas à la qualité que j'aimerais bien donner, mais je m'améliore et c'est un objectif de partager sur les réseaux, déjà de partager, des moments, de faire transmettre des émotions aussi de par, des interactions, et de montrer aussi, ça fait partie de notre métier, notre mission, de montrer ce qui se passe sous l'eau, de montrer ce qu'il y a sous l'eau et justement, il y a tout ça, hein, c'est pas que de l'eau et de la terre au fond. Donc il va falloir le préserver. Et pour le préserver, bah, venez voir ce qui se passe dans l'eau, venez voir comme c'est beau. Donc c'est mon objectif aujourd'hui de développer un petit peu les réseaux sociaux. Alors moi, je suis plus, comme tu l'as dit, sur Instagram. L'objectif, c'est pas de me faire connaître moi, mais c'est de faire connaître le milieu et de partager tout ce qu'il peut trouver sur la plongée. Donc voilà, si vous faites un petit tour sur mes réseaux, il y a de la faune, de la flore. Ça me permet aussi de me mettre un peu dans le dur et d'en apprendre parce que je suis très très nul sur la biomarine, donc j'en apprends comme ça. Et une partie aussi technique qui m'intéresse et qui est un peu mon identité. Et une partie émotion, partage, transmission de tout ça. Aujourd'hui, ta plus belle rencontre, là je parle humaine, dans l'environnement, pas dans l'écologie, formation, heu, mentor et inspiration. Tu vois, des références et tu peux nous en parler? Oui, alors je vais commencer par ma binôme de plongée, sinon je crois que je vais me faire tuer. Ma binôme de plongée qui m'accompagne aussi dans la vie de tous les jours. Donc ma plus belle rencontre. Euh, Autant sur Terre que sous l'eau, où on arrive encore à se trouver des moments, à partager des moments sous l'eau. De moins en moins avec le travail, où on est tous les deux sous l'eau, mais pas ensemble.
Après, au niveau mentor, j'en ai beaucoup, j'en ai plusieurs dans différents domaines, dans différentes expertises de la plongée. Si je devais en parler que d'un, ça serait personne qu'on connaît tous les deux, un ami en commun, qui est mon héros d'ailleurs, je l'appelle toujours mon héros. C'est Yolan que tu as connu à Marseille, qui est toujours d'ailleurs moniteur à Marseille, qui a énormément d'expérience en plongée, qui a une vision de la plongée qui est un petit peu différente de la mienne aussi. Et justement, ça m'a permis d'évoluer et il m'a permis de grandir dans la plongée, de voir la plongée autrement, de voir toute la partie à côté de la plongée en tant que moniteur de plongée aussi. Et je le remercie pour ça et ça restera toujours mon héros. Oh, je serais ravi de pouvoir échanger avec Yolan et de pouvoir parler, présenter, partager euh, son allant pour la biodiversité marine. Parce que à Marseille, il y a cette spécificité, hein, sans faire de pub. Donc c'est le centre Dune de Marseille où j'ai eu le plaisir de faire un court passage, très très court passage. Euh, mais où j'ai pu rencontrer justement cette ambiance de travail où déjà dans ce centre-là, il y avait quand même du temps alloué pour se poser autour d'une table. Chaud à Marseille en général, c'est beau, et d'avoir un temps d'échange, d'explication avec ce qui vient de se passer dans la séance de formation, dans la séance d'exploration. Et ouais, Yolan faisait partie de ceux qui mettaient une éternité à faire des débriefings parce qu'il voulait partager énormément de choses. Donc Yolan, si un de ces quatre t'es partant, je serais ravi de pouvoir échanger avec toi et d'en savoir un petit peu plus sur ce qui te lie avec les océans. Toi, tu m'avais parlé On, aussi on, de... Vas-y. on avait quand même une grosse équipe où on n'était pas forcément d'accord. Et l'avantage, c'est justement qu'on n'était pas forcément d'accord sur tous les points, qu'on avait une vision de la plongée qui était un petit peu différente. Et moi, ça m'a fait beaucoup évoluer aussi d'avoir toute cette expérience regroupée au même endroit et toujours dans la bonne humeur et l'entraide. Et c'est des moments et ça reste des saisons exceptionnelles quand même que j'ai passées à Marseille. Fallait que je le souligne quand même. Euh, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui quand tu revois pour énième fois une espèce que tu as déjà croisée par ailleurs? Est-ce que tu as déjà été blasé aussi bien d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel? Alors ça dépend des espèces. Il y a des espèces qu'on voit, enfin qu'on voit sans regarder ou qu'on regarde sans voir. Je ne sais pas exactement le sens, mais on n'y prête pas forcément attention. Et il y a des espèces où on a plus d'attrait, mais on ne saurait pas forcément pourquoi. Je te dis, dresseur de girelle à mes heures perdues, c'est un poisson que tu peux voir à chaque plongée. Et c'est un poisson qui est facilement domptable puisqu'il a besoin d'un autre poisson pour manger et tu peux être cet autre poisson qui lui donne à manger. Donc il vient jouer et je m'en lasse pas. Alors je le fais, je m'amuse à faire des petits tours de magie avec des plongeurs, notamment des plongeurs débutants. Mais je me surprends à le faire aussi quand je plonge tout seul. Donc je le fais peut-être pas pour eux, je le fais peut-être pour moi aussi d'avoir une petite interaction avec des poissons qu'on voit tous les jours. Après, blasé d'une espèce, non. Non, non. Peut-être qu'il y a des espèces qu'on y prête moins attention qu'avant ou des relations qui sont un peu moins extraordinaires qu'au début, puisqu'ils sont basiques, qui sont récurrentes. Mais, euh, mais je ne suis pas blasé, non, pas du tout. Ok, donc le poisson clown de Madagascar, c'est toujours une référence, c'est toujours une source C'est d'émotion. C'est toujours une référence et il y a certains sites où je ne peux pas finir ma plongée sans passer à côté de la petite anémone pour voir si le poisson clown est encore là, s'il va bien. Donc, oui, le fameux poisson clown de Madagascar. Attention, les autres ont un peu moins d'attrait à mes yeux. D'ailleurs, petite question de curiosité comme ça que j'avais pas du tout prévu. Ouais, tu as des petits tics, des tocs, des habitudes que tu entretiens, des rituels sur chaque plongée ou sur chaque semaine ou... Oui, 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 alors c'est plus sur un aspect technique que sur un aspect environnement ou avec des espèces, mais oui, j'ai des moments dans la plongée où voilà, la préparation, j'ai toujours mes 20 secondes, 30 secondes
qui sont là en automatisme, hein, mais qui me permettent de vérifier que tout mon matériel est là, à la descente, que tout est bien positionné à chaque fois, à chaque plongée. Ouais, ouais, ça arrive. Ce que j'apprends à mes débutants, je continue à le faire en permanence. Ok. Euh, avant d'aborder un petit peu plus en profondeur ton lien avec les océans, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Parce que, comme tu l'as dit, comme on l'a introduit, tu es né à Nancy et aujourd'hui tu es à Mayotte. Entre-temps, tu as pas mal voyagé. Alors, c'est un petit peu cliché pour un moniteur de plongée. Mais donc, tu as fait Montpellier, tu as fait Marseille, tu as fait la Martinique. J'en oublie Beaucoup, beaucoup. Ok, on va se concentrer sur ça beaucoup. parce que Mais moi, je parlais on de va ton se expérience concentrer sur professionnelle. celle-là. Je parlais de ton Ouais, expérience professionnelle uniquement. Mais ouais. si tu en as fait Euh, d'autres clés qui peuvent nous aider à comprendre qu'est-ce que tu allais rechercher dans chaque nouvelle, dans chaque nouveau point de chute, dans chaque nouveau centre. alors déjà, Marseille, ça a été mon centre d'attache pour la validation de mon diplôme d'État. Ça n'a pas été choisi par hasard. Ce n'est pas le centre qui était le plus facile pour moi en termes de logistique parce que c'était loin de l'école. J'avais pas d'habitation ni près de l'un ni près de l'autre. Il fallait trouver des logements, enfin, une organisation. Mais Marseille, ça reste quand même le berceau de la plongée en France, malgré ce qu'on peut dire. C'est un gros bassin d'emploi, de moniteurs de plongée au niveau métropole. Et c'est ce qui permet d'avoir énormément de diversité. Et en ayant de la diversité au niveau des moniteurs de plongée, c'est ce qui nous permet aussi de voir la plongée autrement et d'élargir son horizon. Après, la Martinique, ça n'a pas été. Enfin, c'était plus stratégique où il fallait trouver un emploi l'hiver, un emploi passion plus qu'alimentaire. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai pas d'attache, on va partir dans les Antilles, parce que les Antilles c'est connu, et j'ai trouvé un poste en Martinique. Et je me suis heurté à un niveau une vision de la plongée différente que je n'avais pas encore étudiée ou vécue, qui ne m'a pas forcément attiré, en tout cas dans le centre où j'étais, où c'était beaucoup de la plongée de consommation, où c'était beaucoup du débutant, mais qui viennent rechercher un produit plus qu'une passion. Donc ça ne m'a pas forcément attiré, même si j'ai appris des choses là-bas. Et du coup, on a décidé à deux de quitter la Martinique et on s'est dit, bah, tant qu'à faire, on est dans les Antilles, on va rester dans les Antilles, mais on va changer d'île pour voir autre chose. Et en changeant d'île, on a trouvé une offre d'emploi à Mayotte. Pas du tout dans les Antilles, hein. D'ailleurs, je ne savais même pas où c'était Mayotte quand j'ai postulé, quand j'ai signé mon contrat. Et quand j'ai signé, je me suis dit, tiens, je vais aller voir où c'est et je vais aller voir comment ça se passe la vie là-bas. Et très belle surprise. Voilà. Là, ça fait partie du lâcher-prise qui était un petit peu difficile pour moi sur la voie professionnelle, plus facile pour ma binôme, parce qu'on n'a pas la même façon de vivre ou d'interagir avec la vie. Mais belle surprise, j'ai redécouvert justement des plongeurs passionnés, des plongeurs assidus. Faut avouer quand même qu'il n'y a pas énormément de choses à faire à Mayotte et que la plongée prend une grosse place. Donc aussi un lien avec les plongeurs que j'avais pas eu avant, en tout cas au milieu professionnel. On retrouve un peu le lien associatif avec des plongeurs qu'on voit régulièrement, qui viennent nous voir, qu'il faut un petit peu prendre soin de ces plongeurs justement, un peu plus que des plongeurs consommateurs. Et Mayotte a été un point de chute exceptionnel pour moi, a permis de remettre aussi la vision commerciale de la plongée que j'avais en question et me faire progresser sur tout ça. Voilà. C'est vrai que même moi, quand j'ai découvert que tu partais de Marseille et que tu partais de la Martinique pour aller à Mayotte, j'étais surpris parce que en France, c'est vrai qu'on connaît Mayotte que dans les JT, quand il y a une grosse manifestation, quand il y a une crise ou quand il y a un phénomène météorologique dévastateur. Et pourtant, bah, justement, quand tu publies ce que tu publies,
et là, j'invite tout le monde à aller voir sur ton compte Instagram, je mettrai le lien en description. C'est de qualité, une fois, d'environnement sous-marin et même au bord de la côte, qui est quand même particulièrement savoureuse. On parle toujours de la Polynésie, on parle toujours oui, des Caraïbes, ou de Hawaï ou des Maldives ou des Seychelles, mais on pense jamais à Mayotte, quoi. Et pourtant, c'est paradisiaque. Exactement. Et un petit peu tant mieux qu'on n'en parle pas tant. Alors pour la comparaison avec la Martinique, on n'a rien à envier aux Antilles. On est largement au-dessus en termes de qualité de plongée. Là, c'est indéniable. Je ne parlerai pas de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie. On n'a pas les mêmes styles de plongée, on n'a pas la même densité de poissons non plus. On a énormément d'avantages, et les avantages, petit coup de pub à Mayotte, hein, mais les avantages de Mayotte, c'est qu'il y a un lagon qui est exceptionnel. On a un panel de choses à voir qui est énorme en termes d'espèces différentes. On est au-dessus de la Polynésie, au-dessus de la Nouvelle-Calédonie. Par contre, ce qu'on n'a pas, c'est la certitude de les voir. Ça veut dire qu'on a des espèces microscopiques aux plus grosses comme le requin-baleine ou les baleines, etc. On a tout ça. Mais le requin-baleine, bah, y en a un qui est aperçu une fois par an par un binôme de plongée. Donc, si c'est ton binôme, tu as la chance du siècle. Si c'est pas toi, bah, c'est un peu normal. Mais justement, il y a ce petit côté, est-ce que cette année, ça sera moi? Et aujourd'hui, ça n'a pas été encore moi, mais je l'espère. Mais il y a énormément de choses à voir, énormément de choses à découvrir, et toutes les plongées sont vraiment différentes. Sur le même site, tu replonges. Voilà, il y a des sites en Polynésie où la passe de Fakarava, les requins gris, 300 requins gris. Ah tiens, aujourd'hui, il y en a que 150. Il y en a quand même 150. Voilà, mais ils sont toujours là. Nous, on n'a pas ça. Nous, on a des jours où il y a 5 mantas, 10 requins, trop bien. Il y a des jours où il n'y a pas de mantas, pas de requins. Là, il va falloir animer plus, il va falloir aller voir la vie fixée. Et il y a des jours où bah, il y a un peu des deux, beaucoup d'un, beaucoup de l'autre, donc on ne sait jamais ça, et ça reste le côté surprise. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que toute l'île se plonge, et il y a très peu de centres de plongée, et les centres de plongée ne se battent pas les sites de plongée. On est tout seul sur site. Moi, quand je croise un bateau d'un club confrère, je suis là en mode, ah ouais, il va y avoir du monde. Super, on est 2 bateaux, au maximum 20 plongeurs par bateau. C'est pas l'Égypte. Et on en devient très 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 difficile, parce que quand je croise une palanquée de mon bateau, je suis en mode, ah ouais, mais on a vu plein de plongeurs, c'est chiant et tout, mais on en oublie la Martinique où on voyait quand même 100 plongeurs par plongée. L'Égypte, j'en parle pas parce qu'il y a plus de plongeurs que de poissons aujourd'hui en mer Rouge. Ou même Marseille où on était plusieurs bateaux sur site, c'est pas dérangeant, mais c'est un luxe et on y prend vite goût à Mayotte. Ouais, il y a La- deux, trois petits scuds balancés par rapport aux privilèges que tu connais aujourd'hui. Alors oui, merci d'avoir repris le temps de préciser cet aspect-là. C'est l'aspect luxe, l'aspect être seul, parce que, alors, quand on croise juste un collègue ou juste un binôme, passe encore. Et quand on voit finalement à la descente, à la remontée ou pendant la phase d'exploration, euh, voilà, un chapelet de plongeurs et des bulles qui vont avec, bah ouais, en fait, ça dénature complètement l'expérience. Et moi, c'est ce qui me fascine. Je pense qu'un jour, je viendrai à Mayotte pour découvrir ce cadre privilégié, parce que ben, on a besoin de cet environnement-là pour se sentir, entre guillemets, seul avec la nature, et donc seul avec soi-même aussi à un moment donné. Et pour moi, quand tu décris tout ça, quand je les vois, tes publications, ça me fait penser à petites pépites. Petites pépites qu'il faut garder euh, bien au chaud, tranquille. euh, et en plus, pas forcément plus cher qu'ailleurs. La seule chose qui va être un petit peu plus contraignante, c'est finalement, ça va être le billet d'avion pour venir à Mayotte. Euh,
Je ne veux pas parler d'empreinte carbone. Je ferai un sujet sur l'écologie et la pratique écologique vis-à-vis des océans dans un autre sujet avec d'autres personnes. Mais en fait, moi aussi, ton témoignage était important parce que, en tant que passionné, plus des océans que de plongée d'ailleurs, euh, c'est de réfléchir en fait en conscience. Qu'est-ce que je veux aller chercher? Est-ce que je veux juste faire comme mon moniteur de plongée ou la personne qui m'a impacté, qui m'a intimidé que j'ai rencontré, qui avait l'air d'être plus épanoui que moi, etc., et qui parlait de toutes ces plongées qu'il avait fait à travers le monde entier, et moi, je me sens tout petit plongeur et je me sens pas épanoui, etc. Du coup, ben, je vais essayer de cocher le maximum de destinations pour correspondre à ce monsieur-là, pour que ben, socialement, je sois accepté. Non, 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 non. Des destinations comme Mayotte, c'est des destinations qui sont faites justement pour vous rendre cette part vivante, unique dans votre vie. Et c'est pour ça que je t'ai invité aussi, Damien, parce que tu incarnes ça. C'est-à-dire d'aller rechercher ce qui vous fait du bien, d'aller chercher ce qui vous reconnecte, d'aller chercher ce qui vous émeut, ce qui vous met en émotion, ce qui vient vous perturber à l'intérieur. Étymologiquement, le mot émotion vient de ça, ce qui vous met en mouvement à l'intérieur pour ensuite inspirer votre vie, remettre de la couleur, découvrir de nouvelles formes, découvrir de nouvelles personnes, et puis se créer un nouvel imaginaire pour construire sa vie et partager accessoirement. Parce qu'on rencontre des personnes chouettes quand on fait de la plongée, euh, des moniteurs, mais aussi des nouvelles personnes avec qui on va plonger, qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais au bout d'une matinée de plongée, et ben finalement on est très content et on s'aperçoit que on se met beaucoup de freins aussi à aller vers l'autre, faire le mouvement relationnel vers l'autre, de s'ouvrir. Et c'est un décapsuleur, la plongée. C'est vraiment un décapsuleur. Et si vous arrivez à concentrer tout ça dans une seule destination, bah là, c'est jackpot. Plutôt que d'aller, et là aussi sur la politique tarifaire, finalement l'aspect prix de la plongée, euh, privilégier un endroit comme Mayotte, c'est donner plus de valeur à son expérience et donner plus de valeur à son existence. Plutôt que être pris comme un des 8 plongeurs d'une palanquée, de payer comme les 8 autres plongeurs, quelque chose au rabais, vous aurez une expérience au rabais. Voilà. Et ça, bon, j'y reviendrai un petit peu plus profondément sur le sujet, peut-être avec toi d'ailleurs, on verra. Mais c'est pépite. Il y a des destinations comme ça qui sont magiques, qui sont pas connues du grand public et que moi je vais vraiment vouloir soutenir à travers différents formats. C'est pour ça, Damien, voilà, je clôture sur mon enthousiasme vis-à-vis de Mayotte, que je tenais à parler de ça parce que, voilà, destination atypique, c'est pépite, c'est cadeau. Il y a un autre point que je voudrais absolument aborder avec toi, c'est ton côté aventurier, ton côté tu repousses les limites, et tu repousses les limites jusqu'à aller faire, voilà, des petits sauts, là, un premier petit saut de puce au Cameroun. Et j'aimerais que tu nous en parles. Comment ça s'est fait, cette histoire au Cameroun? Pour un moniteur de plongée, c'est franchement pas la première destination. Et pourtant, moniteur de plongée, tu vas au Cameroun. Tu y vas Exactement. comment et tu y vas pour faire quoi? Alors, c'était une grande aventure, courte en durée, mais haute en émotion. Ça commence tout à fait par hasard, par une publication sur les réseaux. Ils recherchent des moniteurs bénévoles pour une mission scientifique au Cameroun. Donc au début, je laisse un peu ça de côté, hein. Mon côté scientifique en plongée, il est égal à un plongeur en maternelle. Mais j'y reviens et j'en parle avec un collègue et il me dit, au pire des cas, le pire truc qui peut t'arriver, c'est qu'ils te disent non, quoi. Donc je postule, je prends contact avec l'association Septentrion de Marseille, justement, qui est pilote de cette mission. Et il y a dès le début un bon feeling avec Carla qui gère cette mission. Je lui explique un peu mon parcours, un petit peu mon expérience. Elle m'explique un peu ses objectifs, ce qu'elle attend d'un moniteur de plongée là-bas. Et me voilà parti à traverser l'Afrique en avion pour atterrir au Cameroun. Alors ma mission là-bas,
Ça a été avec d'autres moniteurs de l'équipe Septentrion de former des scientifiques euh, sous-marins, donc des gens qui connaissent très bien le milieu sous-marin camerounais, à la plongée. Parce qu'ils connaissent très bien le milieu, mais ils y sont finalement que très peu allés et très peu, voire même pour certains pas du tout, en plongée. Donc ça va être de les former sur les techniques de plongée, sur finalement mon métier de moniteur de plongée, hein, apprendre, former les gens à la plongée, mais à un autre regard, que derrière, ils ne vont pas se faire plaisir, ils ne vont pas passer du bon temps sous l'eau, ils vont travailler sous l'eau. Donc on commence par de la formation loisir pour apprendre les bases en plongée. Et Ah, avec un petit pincement au cœur, je peux te dire que là, le deuxième volet de la mission est actuellement en route et je ne fais pas partie du deuxième volet puisque je n'ai pas pu me libérer pour pouvoir repartir là-bas. Mais j'en suis un peu déçu d'ailleurs. Mais ça, c'est pas grave, ça sera pour le troisième, quatrième ou cinquième volet, je pourrais y retourner. Et me voilà parti au Cameroun. Alors pourquoi je suis parti, pourquoi j'ai postulé, qu'est-ce que j'attendais moi personnellement de cet engagement. Euh, Déjà, c'est toujours une volonté de partager ma passion avec un nouveau public qui a été complètement différent, qui m'ont appris beaucoup de choses sur l'environnement sous-marin que je ne connaissais pas, alors qu'eux n'avaient jamais été sous l'eau. Et une adaptation aussi, puisqu'on se confronte à des gens qui ont une peur, je dirais, culturelle de l'eau. Donc, il va falloir faire face à ça. Il va falloir aussi, de par une différence de culture, réadapter son enseignement qui n'est pas forcément adapté et se mettre un peu en difficulté en disant que bah, tout n'est pas standardisé, le matériel au début, il n'était pas forcément arrivé. On a dû se débrouiller avec du matériel de location, trouver du matériel de plongée, de location dans un endroit où il y a zéro centre de plongée. Ça a été compliqué aussi, mais c'était très enrichissant et c'était le côté aventure qui m'attirait. Repousser ses limites, voir la plongée différemment et enseigner aussi différemment la plongée. Et un petit côté aussi attrait personnel, c'est plonger là où personne n'a plongé aussi, encore. Il y a d'accord. énormément d'endroits qui n'ont pas été plongés. L'océan a ça aussi en luxe. C'est un terrain de jeu, c'est le plus grand terrain de jeu du monde. Euh, donc, pour se fixer des challenges, c'est un peu un puissant fond. Donc, ton engagement auprès des associations, ton engagement auprès des océans, il se fait à travers Septentrion, il se fait à travers d'autres structures, d'autres actions. Alors là c'était un petit soutien, impact, je dirais one shot, hein, parce que ça a duré 15 jours. Malheureusement, étant pas à Marseille, je ne peux pas continuer avec les autres projets locaux de l'association. Mais, euh, mais c'est passé. En tout cas, j'ai essayé de mettre à disposition un petit peu mes connaissances et ma philosophie de plongée, justement, avec ces associations. Je ne fais pas partie actuellement d'autres associations, parce qu'il y a très peu de choses qui se fait au niveau local à Mayotte. J'ai pas forcément aussi énormément de temps, parce que je suis sur beaucoup de projets, moniteur de plongée, mais j'interviens aussi au CREPS et j'ai des projets personnels à côté, toujours en lien avec la plongée. J'ai beaucoup de projets personnels qui me prennent pas mal de temps. Donc actuellement, je suis pas forcément, ou je me suis pas mis forcément trop disponible en termes associatifs, mais j'aimerais bien développer ça. Ouais. Ok. Ton, comment ton regard sur les océans, il est forcément différent du commun des mortels, hein, des terrestres, euh, en ce sens que tu as vu, avec 25 ans de recul, comment les choses ont évolué. Là, j'ai envie de te demander, c'est quoi ton sentiment sur ce qui se passe en mer aujourd'hui? C'est assez mitigé. Il y a du bon et du moins bon. Il y a du bon, il y a même du très bon. Quand on revient par exemple à Marseille, on a une qualité de plongée qui augmente au fur et à mesure des années grâce au développement du parc marin et au travail du
parc marin sur la réserve des Calanques. On retrouve des espèces endémiques qui avaient quasiment disparu. Aujourd'hui, demander à un plongeur si il a vu un mérou quand il est parti plonger à Marseille, il va te dire bah oui, j'ai plongé, forcément, j'ai vu un mérou. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques dizaines d'années. Il y a du moins bon, il y a des zones encore où il y a énormément de travail à faire. Je prends le petit exemple de Mayotte où il y a un joyau de la plongée, mais il y a un côté gestion des déchets qui n'est pas du tout mis en place ou pas encore assez développé, qui n'est pas encore ancré dans la culture. Donc il y a un gros impact sur l'environnement avec l'arrivée du plastique, énormément de plastique sur les plages. Euh, alors, Bizarrement, on en trouve peu en plongée, peu sur les sites de plongée. Après, on a des sites de plongée qui sont quand même assez éloignés de la côte, mais il y a un gros travail à faire et ce travail, on doit le faire tous ensemble parce que sinon, on ne pourra pas profiter de ce joyau. Donc, comme je t'ai dit, assez mitigé. Il y a des bénéfices. En tout cas, il y a des choses qui s'améliorent et il y a des choses qui se dégradent. Après, il y a un côté, nous, ce qu'on voit beaucoup ici, c'est le côté El Niño, réchauffement des eaux, blanchiment des coraux. Et là, on n'a pas encore la solution. Je pense que les plantations de corail, ce n'est pas une solution au long terme. Donc, faut qu'on arrive à trouver des solutions. Après, est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est purement la faute de l'homme? Ça, je pense que je ne suis pas le mieux placé pour parler du sujet. Je pense que tu trouveras d'autres personnes mieux placées pour parler de ça avec toi. Mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Il y a une cause en particulier qui te touche plus qu'une autre, une problématique autour d'une espèce, autour de quelque chose de plutôt Non, macro. parce que je pense qu'il n'y a pas une espèce plus importante que l'autre. Dès qu'on touche à la chaîne alimentaire, on bouscule un peu le tout. Ce qui vient un peu en avant, moi, de mes problématiques, je trouve le plus important, ça va être pour nous la gestion de nos déchets, parce qu'on n'a rien à faire en mer. Quand on vient plonger, on vient impacter sûrement légèrement le milieu, en tout cas le plus légèrement possible, mais on a un impact. Maintenant, quand on jette nos détritus, quand on ne fait pas attention à la gestion de l'évacuation des eaux usées et tout ça, là, on a un impact qui est immédiat et qui est non, non vu finalement. La personne qui va ne pas gérer ses déchets, elle ne se rend pas compte de l'impact qu'elle a sur l'environnement. Et c'est là où il faut agir. Et c'est là où on essaye d'agir le plus possible, notamment le plus tôt possible en faisant de la sensibilisation. Et ça passe par amener les gens, et les plus jeunes notamment, sous l'eau pour leur montrer ce qui se passe sous l'eau. Donc ça, c'est un de mes objectifs. C'est de là où j'essaye d'intervenir. Pour rencontrer pas mal d'apnéistes et pas mal de plongeurs et puis pas mal de personnes qui s'engagent pour les océans, il y a souvent une recherche de se reconnecter à quelque chose qui est plus grand que soi. Heu, Est-ce que toi, tu as une spiritualité, heu, en quelque chose en particulier? Et est-ce que Là, finalement ouais, l'apnée, la nature, l'océan te permettent de faire un lien avec quelque chose, qui est de l'ordre du mystique, du spirituel? Oui, comme on en a parlé un petit peu au début, c'est le fait de plonger. Moi, je plonge pas forcément pour voir des espèces, hein, même si c'est un but et c'est un plaisir. Je plonge pour plonger, pour avoir les sensations, donc pour redécouvrir un petit peu ce côté qu'on a que finalement dans l'océan, en tout cas dans toutes les zones aquatiques, hein. Ça peut être des plans en eau douce aussi, mais je suis à la recherche de ça. Euh, Comme on t'a essayé de me chercher un petit peu sur différentes questions, je ne serais même pas capable de l'expliquer. Mmh. Mais ouais, c'est cette connexion à l'élément qui est important et que je recherche et que je revis finalement à travers chaque plongée. Et c'est ça le plus important, c'est vraiment à travers chaque plongée. C'est important, je trouve, la question de la spiritualité. Hem, Personnellement, moi j'ai toujours, heu, j'ai toujours cette considération, ce recul que, on nous a coupé le lien avec le père, c'est-à-dire l'esprit, quelque chose qui est au-dessus de nous et aujourd'hui, tout est fait pour nous couper notre lien avec notre mère. Cette espèce de chose qui nous met en suspension, entre, 2 entités, 2 supra-entités, métaphysiques qui veillent sur, l'enfant que nous sommes, comme pour nous cadrer dans ce qui est venu, ce qui
doit nous permettre de nous développer sur terre et qui peut nous permettre de croître avant nous-mêmes de devenir des passeurs ou des accompagnateurs quand on devient parent notamment. Et c'est pour ça que je te pose la question parce que la spiritualité est quelque chose qui nous ancre. Un peu comme ces sensations qu'on veut aller rechercher quand on prépare une, une séance d'apnée ou simplement une exploration ou même aller plonger, faire de la chasse sous-marine. On doit se reconnecter, on doit se recentrer à qui l'on est et tous ces éléments-là participent à un alignement. C'est pour ça que je pose la question de la spiritualité. Je ne pose plus trop aujourd'hui dans la société, mais moi qui me tient particulièrement à cœur, c'est OK, c'est quoi tes amis imaginaires? OK, c'est quoi tes croyances? OK, c'est quoi ta spiritualité et comment tu cultives ça? Et en quoi la plongée, participe à ça? En quoi l'océan participe à ça? C'est toute l'intention en réalité de savoir, que, bah, un petit peu aussi, qu'est-ce qui t'anime au-delà de la personne, comme on dirait du personnage Damien, heu sur, ouais, ce qui t'anime en profondeur et à l'intérieur de tes entrailles et même ce qui te guide au-delà de tes choix. Est-ce que tu te penches sur ces questions-là ou c'est quelque chose qui est pas trop dans ton tempérament et dans l'actualité de ta vie aujourd'hui? Alors, c'est quelque chose qui est pas forcément dans mon tempérament où je suis plus dans la maîtrise et le côté un petit peu technique, mais petit à petit et avec surprise, c'est quelque chose qui revient quand même de plus en plus sur le devant de la scène et sur lesquels je prends, ou en tout cas je passe de plus en plus de temps. Mais ça reste pas encore majoritaire. Pour moi, c'est un changement qui s'opère en ce moment, quoi. Ouais, les choses viennent souvent avec des épreuves, dans ce cadre-là et c'est souvent les épreuves qui nous font approfondir cet aspect-là dans notre, dans la vie. Alors j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, tu es dans une dynamique et je te souhaite qu'elle soit, vertueuse et prolongée, ad vitam aeternam parce que encore une fois, ce que tu en fais est plutôt inspirant, et je parlerai uniquement pour moi, les autres feront leur avis. J'ai l'impression que tu es très ancré dans le présent, toi. Ouais. Hem, de plus en plus avec un objectif de profiter au maximum. Alors profiter, pas du tout profiter des autres, mais profiter des moments, profiter des partages, profiter des expériences. Je suis pas du tout et j'ai jamais été dans le passé en tout cas. Ce qui est passé, c'est trop tard, on peut plus le changer, donc c'est passé, on passe à la suite. Un peu terre à terre et pragmatique. Hem, une grosse partie quand même dans le futur. J'essaye un peu de lâcher prise et d'essayer de pas forcément tout anticiper ou essayer de tout gérer parce que tout ne se passe jamais comme prévu. Donc de plus en plus ressentir voilà, on passe un moment, on se fait plaisir et on voit enfin, où ça peut nous mener. Et quand on s'est croisés à Marseille, je pensais pas du tout qu'on allait, après la saison, se revoir. Finalement, tu vois, on est resté en contact et aujourd'hui, on fait cette émission. Il n'y avait pas d'objectif futur, on était vraiment dans le présent aussi. OK, OK. Donc C finalement, ça nous rattrape. c'est le passé qui nous rattrape ou c'est le présent qui continue? Bon, ça, C'est le, c'est une ah, question c'est à plus le 2 heures du présent qui mat compte. ça, à laquelle tu pourras te poser quand tu arriveras pas à dormir. Voilà, je suis très content de cet aspect-là qu'on n'avait pas abordé lors de la première tentative de l'enregistrement, heu, parce que c'est ce qui nous rend aussi très humbles. Alors toi, tu n'as pas besoin de développer ton humilité, tu es quelqu'un de très ancré, heu, tu as fait tes conneries, tu as fait tes expériences, tu apprends, tu t'améliores, tu progresses. Tu es pas dans la recherche de compétition, donc tu es dans le partage, tu donnes, ça se sent. Néanmoins, l'aspect, moi j'en reviens toujours à ça, c'est-à-dire que, il y a quelque chose qui nous dépasse quand même toujours. Et ça reste une quête pour un homme, femme, OK, d'aller, au-delà, et d'aller au contact de cette chose qui veut nous guider vers quelque part. Plus on se rapproche de cette chose-là, plus on apprend, parfois dans des épreuves de joie, dans des épreuves de difficulté aussi. Heu, mais c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on se développe et dans les rencontres, oui, dans l'inattendu,
c'est souvent, moi, c'est des grandes leçons de vie que j'ai et des belles rencontres que j'ai faites, c'était des manières inattendues. Tu en fais partie. J'ai beaucoup de chance, moi, dans ma vie, de faire de très belles rencontres et des rencontres inattendues sont les plus belles et on en revient aux océans, c'est dans les océans, dans les plongées ou en surface, c'est quand c'est inattendu, on fait les plus belles rencontres là aussi avec le milieu marin et la biodiversité. Heu, je voulais finir sur ça. Voilà, ça c'est un pan que je creuserai au fur et à mesure des émissions et des rencontres. Je te remercie d'avoir été le premier à te prêter à ce jeu-là, Damien, parce que c'est pas évident. Euh, on n'est pas tous au même niveau quand il s'agit de prendre la parole. Euh, et en plus, devant une caméra, c'est encore plus froid, donc c'est un peu bizarre comme exercice. Néanmoins, bon, ton naturel fait le job et fait très bien le job comme sur un bateau. J'ai envie de te laisser le mot de la fin. Voilà, un mot que tu aurais envie de partager, quelque chose qui est encore une fois à l'intérieur de tes tripes, ou une simple invitation, une simple considération, une ouverture d'esprit supplémentaire. Je te laisse le mot de la fin, Damien, en te remerciant chaleureusement de ta double générosité et ta double participation. Déjà, je voulais te remercier aussi pour l'invitation, hein. Je suis heureux et très flatté d'être invité et d'être en plus le premier pour le lancement. J'espère avoir été à la hauteur de tes attentes. Moi, si j'avais vraiment un mot à passer, ça serait pour tout le monde, hein, des plongeurs, des non-plongeurs. Ça serait mettez-vous à l'eau, partez voir ce qui se passe dans l'eau, restez pas sur vos acquis, sur vos certitudes. On va tous évoluer. On était persuadé d'être vrai aujourd'hui, il sera faux demain. Donc venez plonger, venez découvrir d'autres styles de plongée, d'autres lieux de plongée. Petit clin d'œil pour Mayotte, hein, qui est quand même une destination peu connue, mais qui mérite d'être connue et plonger partout. Voilà, si je peux terminer là-dessus, dès que vous avez l'occasion, mettez-vous à l'eau. Bah super, merci beaucoup Damien, je te souhaite une excellente continuation à toi et au grand plaisir d'échanger avec toi sur la suite de tes projets. Avec grand plaisir, et puis peut-être à bientôt sur d'autres vidéos. Ça marche. Tu es resté jusqu'à la fin et j'espère vraiment que tu as apprécié ce que notre invité a partagé. Si tu veux découvrir d'autres secrets sur les océans et plonger encore plus profondément dans cet univers, abonne-toi. C'est le meilleur moyen de soutenir ce programme et permettre à d'autres personnes de pouvoir en profiter. Accessoirement, ça invite YouTube à faire grandir cette chaîne. Commente si tu veux partager tes ressentis et n'hésite pas à m'indiquer qui tu souhaiterais voir venir dans un prochain épisode. Cet épisode est maintenant terminé, on se retrouve très bientôt pour plus de profondeur.